Salut Booktube, je viens vous faire mes dernières lectures de juillet. Il y aura peu de vidéos sur le sujet, vous avez vu qu'il y a eu un petit laps de temps plus important que d'habitude entre deux dernières lectures puisque je pense que j'ai un peu trop forcé en juin avec les lectures communes, les moments où j'essayais de lire le plus possible des livres que j'avais envie de lire, etc. Et du coup, j'ai eu une petite panne de lecture qui n'est pas tout à fait résolue, mais ça va mieux, j'arrive à me remettre à lire actuellement. Et donc en juillet, ça a été un petit peu le néant complet pendant 3 semaines, les 3 dernières semaines de juillet. En fait, j'ai quasiment pas lu. Du coup, ce dont je vais vous parler là, c'était des lectures de début juillet majoritairement, sauf le dernier qui est un peu ce qui a réussi à me faire sortir de ma panne de lecture. J'ai cédé à la hype parce que c'est des livres parfaits pour sortir d'une panne de lecture à mon sens, je reviendrai dessus juste après. Restez jusqu'au bout si vous voulez voir mon avis sur ce livre emblématique actuel de BookTok, Booksta, etc. Je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle, mais restez à la fin si vous ne savez pas ou si vous voulez avoir mon avis dessus. Comme souvent, quand ça précède des pannes de lecture, j'ai eu des lectures assez mitigées en ce début de mois de juillet et du coup c'est aussi ça qui a déclenché ou participé à déclencher ma panne de lecture en plus du fait que je me sois un petit peu forcée à lire en juin, dans la continuité aussi de juin et de mai également où il y avait des lectures assez mitigées. J'avoue que je suis pas très satisfaite de cette année de lecture parce que j'ai beaucoup de lectures que je n'apprécie pas forcément. Et cette review ne fait pas exception puisque je vais vous parler de 4 livres et il y en a 2 que je n'ai pas terminés. Alors que je me suis pourtant accrochée pour les 2, j'ai dépassé la moitié du roman, donc c'est déjà pas mal et ça suffit à mon sens amplement pour se faire un avis. Il y a donc dans cette vidéo 2 livres non terminés et 2 que j'ai adorés, donc on a vraiment les 2 extrêmes. On va y aller tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et je vais commencer par le premier livre qui est un livre que je n'ai pas terminé. Il s'agit de The Midnight Library de Matt Haig qui a été traduit sous le nom de La Bibliothèque de Minuit aux éditions Mazarine Roman par Dominique Haas. C'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps et ça va un petit peu dans ma lignée des livres qui traitent de santé mentale. C'est des livres que j'écoute surtout en audio. Peut-être que ça a participé au fait que je n'apprécie pas forcément le livre parce que c'était pas la meilleure narratrice que j'ai eue honnêtement, donc peut-être que ça a un petit peu joué. En résumé, on va suivre le personnage de Nora et on commence alors qu'elle est dans une bonne dépression. Au tout début du livre, elle est déjà pas très bien dans sa vie, son chat meurt, elle se fait virer le même jour et déjà que ça n'allait pas trop, elle fait donc une tentative de suicide et à minuit ce jour-là, elle va se retrouver dans une énorme bibliothèque, la bibliothèque de minuit, où une dame va lui dire qu'elle peut visiter toutes les autres vies qu'elle aurait pu avoir et c'est un petit peu des vies parallèles en fonction des différents choix qu'on a pu faire et elle va lui présenter le livre des regrets, donc c'est toutes les choses qu'elle aurait aimé faire autrement dans sa vie et toutes les choses qu'elle regrette dans sa vie finalement, et donc elle va voir un petit peu comment les vies se seraient déroulées si ces regrets avaient été faits différemment. Honnêtement, j'avais pas mal d'a priori positifs parce que j'ai plutôt beaucoup aimé le début et surtout la partie plus réaliste finalement de ce livre parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien retranscrit au niveau de la dépression, des idées suicidaires, etc. J'ai trouvé que ça c'était plutôt pas mal fait, mais en fait dès qu'on arrive au côté réalisme magique, au côté fantastique, là ça m'a beaucoup moins plu et surtout mon gros problème avec ce livre c'est le côté du message et les révélations un petit peu qui sont faites à la protagoniste. Je n'ai pas connecté du tout avec les révélations qui sont faites dans ce livre. C'est absolument évident à mon sens dès qu'on commence ce livre. En gros, le but c'est de dire que peu importe les décisions qu'on prend, toute vie va avoir des points positifs, des points négatifs et que aucune vie n'est parfaite, aucune vie n'est absolument à jeter et il y a toujours de la valeur en qui on est et la vie que l'on mène. En gros c'est ça. J'ai trouvé que c'était pas forcément hyper subtil, c'est pas forcément quelque chose qui me fait connecter énormément avec le message du livre parce que je trouve que c'est assez peu pertinent. Il y a tout un côté de
en une révélation unique, on peut guérir absolument tous les problèmes de santé mentale et de la dépression. Voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée un petit peu, qui ont fait que je n'ai pas trop accroché. Il y a un côté également très développement personnel, très self-help, avec des citations inspirantes à n'en plus finir. Et j'avais un peu l'impression en fait de lire un livre de développement personnel de non-fiction, mais qui prétend être un livre de réalisme magique et de fantastique quoi. J'avais un peu l'impression qu'on m'avait lésé sur la marchandise et que finalement je lisais pas vraiment de la fiction, et ça c'est un petit peu ce qui m'a dérangée parce que les livres de développement personnel c'est pas trop mon délire. Je comprends qu'il y en a qui adorent et peut-être que ce sera le cas si vous aimez ces livres là, vous aimerez peut-être beaucoup ce livre. Et je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc c'est probable que je n'étais vraiment pas du tout le public cible, parce que je n'aime pas du tout les mantras, les messages inspirants, les citations un peu cheesy qu'on peut voir partout. C'est vraiment pas ce que j'apprécie. Comme tout le livre est tourné là-dessus, je trouve qu'au final, au niveau de l'histoire, elle est assez inexistante et assez ennuyeuse finalement, puisque tout l'objectif c'est ces moments, ces révélations de développement personnel, et du coup si on n'adhère pas à ça, en fait le reste de l'histoire est assez morne et j'ai pas trouvé la protagoniste très intéressante. J'avais un peu la sensation aussi que c'était une protagoniste un peu lambda qui avait pour objectif que tout le monde puisse se reconnaître en elle, et donc assez peu caractérisée finalement. Ce qui peut être très positif pour les personnes qui recherchent ce genre de choses, mais moi ça me va pas trop. Après voilà, vous l'avez compris, j'ai vraiment pas connecté avec la protagoniste, pas connecté avec les messages, avec la façon dont c'était fait, donc vraiment c'était pas du tout pour moi. Mais si vous aimez ce genre de livres, si vous aimez les livres de développement personnel, les livres où on va parler des regrets, où on va parler des décisions, des choses comme ça peut vous parler, et je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié, et je sais que beaucoup de personnes ont été aidées psychologiquement, moralement, etc. par ce livre. Et donc si ça permet à qui que ce soit de se sentir mieux dans sa vie, alors ce livre a tout le mérite d'exister, d'être là, et je sais que beaucoup de personnes ont été aidées. C'était pas le livre pour moi, ça n'en fait pas du tout un mauvais livre, je pense que j'attendais autre chose, ce n'est pas ce que je veux de mes livres de fiction, mais c'est tout, et je pense qu'il a beaucoup de qualité si c'est quelque chose qui nous parle. Donc allez-y plutôt si vous voulez ce genre de choses, de self-help, de motivation, de trucs comme ça, et pas forcément pour un truc beaucoup plus entre guillemets profond que ça. Au passage, l'anglais est très accessible, je lui mets la note de 2 sur 5 en anglais. Ensuite, j'alterne puisque je vais vous parler du livre du Cosmirolang du mois. Il s'agit du premier tome de Mistborn, la première ère, donc The Final Empire de Brandon Sanderson, qui est traduit sous le nom de l'Empire Ultime, traduit au livre de poche. Je n'arrive jamais à savoir les traductrices de Fils des Brumes, je m'excuse. Je ne vais pas en parler très en détail parce que je pense faire une vidéo dédiée à la trilogie Mistborn une fois que ce sera terminé, donc en septembre, puisque en août on va lire le deuxième tome et en septembre le troisième du coup. Mais dans le Fils des Brumes, dans Mistborn, on va suivre plusieurs personnages, et notamment Vin, une jeune fille qui vit dans la rue, qui est un peu affiliée pour survivre en gros à une bande de voleurs et gens qui font des choses pas très légales. Et en parallèle de ça, Kelsier qui est un des piliers d'un des grands clans de voleurs également, et qui est un homme recherché puisque il s'est évadé d'une des plus grandes prisons entre guillemets de l'Empire, et ils vont se regrouper et faire un gang pour rentrer dans le palais de l'empereur, qui est en réalité un dieu qui est ultra vénéré par tout le monde, un peu de force d'ailleurs. Mais du coup ils veulent rentrer de force dans le palais pour dérober tout ce qui fait la richesse et le pouvoir de l'empereur sur les autres, et également le tuer parce que pourquoi pas, tant qu'à faire un truc impossible autant y aller jusqu'au bout. Et on va voir comment ça va se faire, comment ça va se magouiller tout ça, quels plans ils vont faire, quelles tactiques ils vont mener pour essayer de mener à une rébellion et de renverser le pouvoir en place.
C'est hyper intéressant, c'est trop bien. C'est dans les sagas avec Rochard préféré de tout le monde de Brandon Sanderson, je crois. Et celui-là, je pense que c'est vraiment avec le troisième mon préféré de la trilogie. Je sais pas encore pour le moment si je préfère celui-là ou le 3. Je verrai à ma relecture. Mais vraiment, celui-là est absolument génial. On a tout ce qu'il faut, à mon sens. On a vraiment un équilibre entre les différents aspects qui est absolument génial. On a des personnages hyper mémorables. Je me souvenais vraiment de tous les personnages. Et on les aime hyper vite, enfin Vin, Elend, Keltier bien sûr, Sazed aussi, vraiment je les apprécie vraiment tous mais tellement, et ça ne va pas du tout au détriment de l'intrigue puisque on va avoir de la politique, on va avoir de l'action, des combats, vraiment tout ça avec un équilibre encore une fois qui est vraiment extrêmement bien trouvé. On a un rythme qui est juste assez lent au début mais pour permettre ce développement des personnages, pour permettre cette intrigue politique, et ce qui va s'accélérer très progressivement, et à la fin c'est vraiment explosif, c'est vraiment incroyable, mais sans avoir vraiment de discordance entre le début et la fin comme on pouvait avoir dans Elantris par exemple. On voit que Brandon Sanderson a vraiment progressé dans son écriture jusque là. Évidemment le world building est dingue, la magie, je crois que c'est un des systèmes de magie les plus incroyables que j'ai jamais vu, avec l'utilisation de métaux et la consommation de métaux en fonction de quel métal une personne est capable de brûler. Ça va avoir des propriétés différentes, on va pouvoir avoir des pouvoirs différents en fonction des métaux qu'on peut consommer, et il va y avoir ces personnes qui sont les Mistborn ou les Fils des Brumes qui peuvent utiliser tous les métaux et qui ont du coup plein de pouvoirs par rapport aux autres. Enfin bref, c'est trop bien, tout est hyper équilibré, rien n'est laissé au second plan hormis l'écriture, mais c'est Brandon Sanderson, on sait qu'il fait pas ça pour avoir une jolie prose et c'est totalement acceptable. Mais vraiment tout est parfait, le world building est incroyable, l'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables, le rythme, l'équilibre et tout ça, c'est vraiment je pense dans ce qui se fait de mieux en fantasy. Vraiment j'adore. Et c'est vraiment, même au-delà de mon amour purement personnel pour cette saga, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent moi personnellement. On a toute une dimension d'apprentissage de la magie, des pouvoirs, avec la relation entre Keltier et Vin qui fait vraiment relation maître-élève, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore absolument. On a des plot twists, on a des révélations, on a un côté très jeu politique et jeu de cours que j'aime énormément aussi, donc ça fait beaucoup de choses que moi personnellement j'adore. Mais en plus je vois qu'objectivement vraiment c'est de la fantasy très bien réalisée, très bien amenée, très bien faite, et donc vraiment ce livre, cette saga est incroyable. J'ai dit que j'en parlais pas beaucoup, j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Je ferai une vidéo sur la saga complète, je vous reparlerai des tomes 2 et 3 de toute façon. Mais vraiment, cette série est trop bien. Bon, comme je vous ai dit, j'alterne puisque je vais vous reparler d'un autre livre que je n'ai pas terminé et que du coup, vous vous en doutez, je n'ai pas apprécié même si j'ai passé la barre des 50%. Je m'étais un peu forcée puisque c'était à la base une lecture commune avec Lucie. Je suis désolée Lucie parce que j'abandonne beaucoup trop de nos lectures communes, mais à un moment j'arrête de me forcer parce que ça ne vaut pas le coup. Il s'agit de She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan, qui a été traduit chez Brajlon sous le nom de Celle qui devint le soleil par Louise Malagoli. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'étais un peu mitigée sur le fait de le lire ou pas, j'aurais peut-être dû m'écouter, mais quand Lucie a dit qu'elle voulait le lire et qu'elle l'avait dans sa palle, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion, donc c'est un peu pour ça que j'ai passé le cap. Je ne suis vraiment pas sûre que je l'aurais lu sinon, mais c'est un livre que beaucoup de gens connaissent, qui a beaucoup tourné et qui est plutôt apprécié, même si j'ai vu pas mal de notes assez mitigées et exactement pour les raisons pour lesquelles je n'ai pas apprécié. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre une jeune fille en Chine pendant une énorme famine et en gros elle est donc pendant la famine avec son père et son grand frère. Son grand frère a été promis par un devin, entre guillemets, à un grand destin et à un destin plein de réussite, de pouvoir, etc. Et elle a rien du tout.
sauf que à cause de la famine et d'autres choses, son père va mourir devant ses yeux et son frère également quelques jours plus tard. Et donc la jeune fille décide de prendre la destinée, de prendre l'identité de son frère, et elle va donc prendre son identité en tant que Ju et elle va aller s'enrôler dans un monastère pour apprendre la voie des moines et puis par la suite essayer d'accomplir sa grande destinée, puisque elle a pris l'identité mais aussi le destin de son frère. Elle veut accomplir sa grande destinée et va un petit peu tout faire pour. Il s'agit d'une réécriture de la montée en puissance et du début de la dynastie des Ming en Chine. Le premier membre de la dynastie des Ming étant incarné par Ju, par le protagoniste, avec une réécriture qui est très intéressante, ça c'est indéniable, et avec toute une question sur le genre, puisque c'est un traitement que j'ai trouvé assez intéressant. On va avoir une oscillation entre plusieurs points de vue et la gestion des points de vue et des pronoms est assez intéressante, puisque dès qu'on est du point de vue de Ju, ça va être au féminin, mais dès qu'on est du point de vue de quelqu'un d'autre, elle va être genrée au masculin, puisque tout le monde la voit comme un homme. Et c'est une question qui revient régulièrement, de savoir qui elle est et comment elle va appréhender un petit peu tout ça. J'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait, c'est un questionnement qui est hyper intéressant honnêtement, et j'ai trouvé que c'était le gros point positif de ce livre. Après, ça n'a pas compensé, à mon sens, les problèmes que j'ai eus pendant la lecture de ce livre. On a un petit peu un crossover entre Mulan par le côté femme qui se déguise, entre guillemets, qui prétend être un homme pour la guerre, etc. et tout ce que ça va impliquer, et The Poppy War dans le sens histoire et guerre en Chine avec un ou une anti-héros héroïne et un côté ambition, violence, etc. mais qui fait en fait les deux moins bien que chaque œuvre ou chaque histoire séparément en fait. C'est un livre qui pâtit à mon sens de la comparaison aux deux et surtout de la comparaison pour ma part à The Poppy War, puisque vous savez que j'adore ce livre. C'est un livre théoriquement qui est très character driven, puisque on va vraiment suivre deux personnages principaux. Je vais surtout me concentrer sur Ju parce que j'ai un petit peu oublié tout l'arc narratif de l'autre protagoniste, je suis désolée. Ça fait un moment quand même. Et donc Ju est très ambitieux, je vais le genrer au masculin à partir de ce moment-là, parce que je vais partir du principe que il a pris totalement l'identité de son frère, donc voilà. Donc Ju est un personnage très ambitieux qui veut son destin, qui veut son avenir radieux, et en fait sa motivation s'arrête un petit peu là, c'est-à-dire que en gros toute la base du personnage de Ju c'est un jour on m'a dit que j'irais loin. Je n'ai aucune résonance pour de l'ambition brute, pour un côté destin, un côté prédiction. Alors déjà les prophéties, les trucs comme ça, moi ça m'énerve et je déteste ça. Je déteste toute l'idée de destin, de trucs prédéfinis, prédestinés, etc. C'est vraiment des choses que je déteste. Et avoir la seule motivation intrinsèque du protagoniste qui était ça, alors ça m'a vraiment dérangée, parce qu'en fait ça aurait été tellement facile de développer quelque chose dans le sens où telle personne était responsable de la famine, qui a tué toute ma famille, qui a manqué de me tuer moi-même aussi, donc je veux me venger, je veux tous les détruire. Ça aurait été intéressant, mais là c'est pas du tout le cas en fait, parce que à aucun moment il va y penser, à aucun moment il va y avoir de connexion avec son passé, parce qu'il essaie de totalement l'occulter, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup en fait on avait vraiment une ambition complètement stérile, une ambition juste pour dire je suis ambitieux. Je trouve que c'est très superficiel, et c'est là aussi où ça pâtit de la comparaison avec The Poppy War, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait. Et à part ça, on a très peu de développement du protagoniste qui est Ju, puisqu'il est toujours décrit comme sans merci, sans état d'âme, hyper violent, mais en fait on le voit jamais. On ne voit jamais les conséquences de ce qu'il fait, et on connecte très peu avec lui, on connecte très peu avec ses raisons, puisque en fait sa raison c'est uniquement je veux avoir mon destin. Et du coup j'ai pas vraiment réussi à accrocher à ça, je me suis pas du tout liée avec lui.
Surtout que c'est un livre, comme je l'ai dit, qui est très character driven et qui est très soft dans sa façon de faire. Il y a très peu de scènes très violentes ou quoi, je m'attendais à plus pour quelqu'un qui est tout le temps décrit comme sans état d'âme, sans merci, etc. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on voit jamais les événements qui doivent se dérouler. On a beaucoup de sauts temporels qui sont à mon sens très mal gérés, qui influent beaucoup sur le rythme du récit. Après, ça c'est vraiment une décision de l'autrice avec laquelle je n'ai pas du tout adhéré et que je n'ai pas du tout comprise. Mais peut-être qu'avec certaines personnes ça peut passer, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, hein, donc ça vraiment c'est moi personnellement, j'ai pas du tout aimé la façon dont c'était fait. Mais ça voilà, c'est personnel. On va avoir donc tout un milieu militaire, un milieu de guerre entre deux camps, il y a le pouvoir en place et une rébellion. Et souvent en fait on va avoir des scènes qui vont être des scènes surtout de discussion, de petits moments soit intimes entre des personnes, soit de réflexion de ce qui va se passer, etc. Et après on va avoir un saut temporel immense où on ne va rien voir de ce qui se passe et de ce qui découle de telle décision. En gros, on va avoir la décision qui va être prise en discutant, etc. Et après on va avoir un saut temporel qui fait qu'on ne voit ni le début de la bataille, ni pendant la bataille, ni après la bataille, on va voir les conséquences longtemps après. Et ça se répète tout le temps, et je trouve que pour le rythme, pour l'implication dans l'histoire, du coup moi j'étais pas du tout impliquée, je trouve que ça donne un rythme très lent, et j'arrivais pas du coup à avoir tout le côté politique, tout le côté militaire que j'aime beaucoup aussi dans les récits de guerre, c'est ce que moi je préfère. Je suis pas forcément déçue qu'on n'ait pas de bataille parce que c'est pas ce que j'aime beaucoup, mais la politique pour le coup ça me manquait beaucoup. Pour vous donner un exemple, à un moment ils vont discuter de prendre et d'assiéger une ville, et donc on va dire ils vont débattre un petit peu sur quelle ville est la meilleure à assiéger d'un point de vue purement tactique. Et du coup il va y avoir plusieurs avis et tout, ils se décident sur une ville, et la scène d'après en fait c'est la personne qui devait prendre la ville, qui est de nouveau avec les chefs de la rébellion, et qui va vivre les conséquences du fait qu'elle ait pris ou non la ville en fait. Et du coup tout le voyage vers la ville, tout l'assaut de la ville, le siège, le moment où la ville est prise, les conséquences au niveau de la ville, les choses comme ça, en fait tout ça c'est passé et c'est complètement mis sous silence, alors que c'est hyper important, enfin... Et du coup j'ai été vraiment perplexe par ce rythme, par cette gestion des événements, encore une fois avec laquelle je n'ai pas du tout adhéré, et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. Et c'est vraiment pour ça en fait, en plus du personnage principal que je n'ai pas du tout compris et avec qui je n'arrivais pas à avoir de l'empathie, j'avais ni le protagoniste, l'intrigue, ni la façon dont c'était fait. Le world building en fait c'est de la Chine médiévale, hein, donc c'est très peu fantasy, c'est de la fantasy historique, et la fantasy apparaît plus tard dans le récit, plus tard que là où je me suis arrêtée. Donc en plus je n'ai pas trop eu ça, il y a quelques touches de fantasy par-ci par-là, mais vraiment pas grand chose. En revanche, c'est très bien écrit, c'est assez difficile à lire en anglais, donc si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous recommande de lire la traduction. Mais le seul point positif pour moi, c'était vraiment la plume et la façon dont c'est écrit, parce que c'est vrai qu'au début, ça tissait vraiment une ambiance, et j'avoue que, j'en ai même pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé le début par contre. J'ai beaucoup aimé tout le moment au monastère, parce que j'aime beaucoup ce type d'histoire, ce type d'intrigue, mais à partir du moment où on arrive dans la guerre, bah là c'était fini. C'est aussi pour ça que malheureusement il pâlit de sa comparaison avec The Poppy War, parce que en fait on a beaucoup de similitudes, et je ne dis pas ça juste parce qu'il s'agit de deux récits qui sont historiques chinois, hein, bien sûr, c'est qu'en fait on a vraiment la même structure narrative, c'est-à-dire qu'on va avoir un protagoniste qui va être très ambitieux, très anti-héros, très gris, etc., qui va aller dans une école pour apprendre des trucs, et après il va se retrouver dans la guerre quoi, pendant les 2 tiers qui restent. Donc on a vraiment la même structure, la même ambiance, la même façon de faire en fait, et le même type de protagoniste. Donc ça fait beaucoup de similitudes avec quelque chose qui du coup est moins bien fait à mon sens. Mais il ne s'agissait pas du livre dont je parlais quand je parlais de la hype, puisque j'ai lu très récemment Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui n'a pas encore été traduit, mais vu le phénomène actuel que c'est, je n'ai aucun doute qu'il le sera très prochainement. Soit dit en passant, l'anglais est très simple, donc je pense que ça peut se lire sans aucun souci.
Il s'agit, si vous vivez dans une grotte et que vous ne connaissez pas Fourth Wing, il s'agit d'une romantaisie qui se passe dans une école de dragons. Déjà ça, moi ça m'avait vendu. Et j'espère de tout cœur que ça va lancer une mouvance dragon parce que les dragons c'est un peu toute ma vie. Je tiens à faire un disclaimer. J'étais en panne de lecture, j'avais besoin d'un page turner, d'un truc pas prise de tête, d'un truc qui se lisait tout seul, qui se dévorait, etc. C'était exactement ce que je voulais. Une romantaisie, ça passe très bien dans ces cas-là. Et il y a des tropes que j'adore. Il y a une école de magie, entre guillemets, une école de dragons, hein, et des dragons. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'adore. Donc forcément, j'étais vraiment le public cible pour cette romantaisie. Voilà. Je tiens à dire ça, si vous n'aimez pas ces tropes, c'est possible que vous ne l'aimiez pas autant que moi. Mais en tout cas, c'est une romantaisie qui est assez classique dans la façon dont elle est réalisée, même très classique parfois. Des tropes qui sont assez habituelles, assez connues, mais qui fonctionnent plutôt bien. On a un Enemies to Lovers, de la proximité forcée, etc. Mais je trouve qu'on sent une connaissance très profonde et très nette des tropes qui sont mises en jeu de l'autrice, et vraiment je trouve que c'est fait de façon très intelligente, plus intelligente que beaucoup des romantaisies que j'ai pu lire. Même si ça reste classique, on a des choses qui sont beaucoup plus rationalisées, en fait les côtés un petit peu absurdes, un petit peu ridicules, qui sont beaucoup plus rationalisés, beaucoup mieux faits je trouve, des vraies motivations des personnages. Par exemple, pour les Enemies to Lovers, on a souvent un côté ennemi qui est vraiment pas très développé, c'est un peu ouais il m'a mal parlé une fois donc c'est mon ennemi juré à vie. Des fois c'est un petit peu léger, mais là on a une vraie relation d'ennemi, puisque en fait la mère de la protagoniste a été responsable de la mort de toute la famille de l'intérêt romantique principal, et l'intérêt romantique principal a tué le frère de la protagoniste. Au niveau bonne entente spontanée, on n'est pas trop là quoi. C'est un peu cet exemple là que je veux faire, c'est qu'en fait on a vraiment les tropes classiques mais qui sont beaucoup plus rationalisés, beaucoup plus poussés dans un réalisme qu'on peut mieux comprendre à mon sens. Je n'ai même pas fait de résumé donc on va y aller. On va suivre une protagoniste dont j'ai encore oublié le prénom, décidément je suis... voilà, qui a une mère pas très sympathique, puisque cette jeune femme a été entraînée toute sa vie pour devenir scribe, mais qu'au dernier moment sa mère a dit non, ton père qui était scribe est mort, donc tu vas être une cavalière de dragon. Sauf que cette jeune femme n'est pas très préparée, elle a une condition physique au début qui n'est pas incroyable, et surtout elle a un syndrome de Ehlers dans l'os, donc ce qui donne une hyperlaxité, des tendances aux luxations, des problèmes de tendons, etc. Et donc pas très adaptée au combat et au sport violent, on va dire, et ce qui sont sources de douleurs chroniques également. Donc elle est vraiment pas très adaptée, sachant que dans cette école, on peut un peu mourir à tout moment, et que en gros, c'est soit tu meurs, soit tu réussis quoi. Et il y a un tiers des personnes à peu près qui vont dans l'école, qui survivent à la fin, sachant qu'il y a environ 50% des gens qui n'arrivent pas à l'école, déjà parce qu'ils meurent dans le premier test. Voilà, sympathique. Pour moi, le grand point positif de ce livre, c'est le rythme, parce que je trouve qu'il est extrêmement bien maîtrisé, les pages se tournent toutes seules. Je trouve qu'on respire pile au bon moment, on a de l'intensité pile au bon moment, ça s'enchaîne extrêmement vite. On a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce premier roman, parce qu'on aurait pu facilement avoir un roman de la même taille mais qui se concentre sur les premières épreuves, mais en fait ça fait la moitié du roman à peu près, tout l'entraînement, tout le côté progresser, tout le côté combat, etc., école, etc., qui est sur la première moitié. En fait, une année d'école, ça fait la moitié du livre, alors que ça aurait bien pu très facilement faire tout le livre dans n'importe quel autre récit. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça, mais pas du tout. C'est très dense, mais c'est très bien fait. C'est pas du tout trop rapide. C'est vraiment juste parfait. Je trouve que le rythme est extrêmement bien géré et fait de façon très intelligente. On veut vraiment savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être un petit peu au détriment du développement de personnages, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf quoi. C'est vraiment pas un livre qui est character driven, c'est juste assez pour que
Franchement, ça passe très très bien, la protagoniste fonctionne très bien, l'intérêt romantique est pas hyper intéressant, mais pour le moment, ça fonctionne très bien, on a pas mal de révélations, etc. Voilà. Les protagonistes, je trouve qu'ils sont juste assez développés pour que ça fonctionne bien, pour que ça rationalise beaucoup des tropes. Et vraiment, en fait, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est un travail d'équilibriste, de à quel point mettre en avant l'histoire, mettre en avant les protagonistes, les personnages, etc. Vraiment, c'est extrêmement bien, une intrigue hyper riche, très complète. Je tiens à dire que même si c'est une romantaisie, je sais que plusieurs personnes, dont moi du coup, qui n'aiment pas trop le côté romance, ont pas mal apprécié ce livre, parce qu'en fait le côté romance est très en sous-texte. Déjà pendant les 2 premiers tiers du livre au moins, il y a quasiment pas, il y a 2-3 petits regards aguicheurs par-ci par-là, mais c'est vraiment pas le focus principal du livre. Il y a quelques scènes de sexe explicites dans la dernière partie du livre, mais vraiment c'est assez anecdotique. Voilà, il y a ce côté obligatoire de la romantaisie d'avoir ces scènes de sexe explicites, mais vraiment ça m'a pas dérangé du tout. Je trouve que la romance n'est vraiment pas du tout au premier plan, c'est extrêmement bien fait aussi pour ça. Je trouve que vraiment c'est un très bon équilibre pour contenter les gens qui aiment bien la romantaisie, mais aussi les gens qui aiment pas la romance. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi bien noté et que autant de gens semblent vraiment l'aimer quoi, parce que si on aime un peu la romance mais pas trop, je pense que vraiment ça peut extrêmement bien passer. C'est aussi beaucoup plus mature je trouve que beaucoup de trucs young adult, donc on est plutôt sur du new adult. Je trouve que ça c'est extrêmement bien, extrêmement intéressant. Des personnages qui sont un peu plus âgés je crois, ils ont 18-19 ans, donc on n'est pas sur les 15-16 ans de certains YA. Voilà, on a pas mal de choses qui font que c'est aussi plus mature et plus recherché que les romantaisies YA classiques. Et il y a d'autres choses qui m'ont très agréablement surprise par rapport aux autres romantaisies et aux classiques de romantaisie ou de classiques de clichés qu'on peut avoir. Tout d'abord, c'est le côté maladie, handicap de la protagoniste. Déjà, d'avoir de la représentation de handicap, de douleurs chroniques, etc. c'est hyper intéressant. Un élan dans l'os, une hyperlaxité aussi, c'est hyper intéressant. En plus, l'autrice souffre d'un élan dans l'os ou en tout cas d'une hyperlaxité ou quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose qu'elle ressent. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est vraiment exploité. C'est-à-dire que c'est pas juste un gimmick pour dire regardez, on fait de la représentation. C'est vraiment quelque chose qui est une faiblesse et surtout qui le reste. Tout au long du livre, en fait, la protagoniste doit se battre contre son propre corps, en fait, parce que son propre corps fait de la merde pour ce qu'elle veut faire. Même quand elle a du power-up, entre guillemets, c'est un peu le but, hein, elle se bat parce que son corps la gêne, l'entrave, etc. Et c'est pas tout le cliché insupportable de c'est une faiblesse au début du livre mais ça devient une force à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en connaissez des livres comme ça. Non, vraiment ça reste des faiblesses et en fait elle doit trouver comment faire pour dépasser cette faiblesse. Ça peut être simplement se muscler pour aider au niveau des articulations, pour aider que ça reste en place. Plus on est musclé, plus les articulations restent en place, ça c'est mécanique. Mais ça peut être aussi d'autres techniques. Par exemple, elle va avoir plus ressources à son intelligence, à sa réflexion pour les combats, prendre des aides mécaniques, parfois des aides d'autres choses, de construction, etc. Donc vraiment, c'est des choses qui demandent une adaptation de sa part. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce côté qui est tout le temps présent en fait dans le livre. Ça, c'est toujours une discussion parce que c'est quelque chose qu'elle vit tout le temps. Et ça vraiment j'ai trouvé que c'était très bien fait, de la très bonne représentation. Voilà, je suis impressionnée par ce traitement. J'ai beaucoup aimé aussi le côté violence de l'école et la mort de absolument tout le monde parce que vraiment on a cette sensation d'urgence et de peur qui fait que tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, contrairement à une autre œuvre d'école où tout le monde peut théoriquement mourir, que je ne nommerai pas. On a vraiment ici cette sensation de danger constante où tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Et d'ailleurs beaucoup de personnes, même des personnes qui commencent à être bien développées, vont mourir à n'importe quel moment. Donc voilà, on a ce côté très angoissant, très oppressant de cette école qui est extrêmement bien fait, très violent, et je trouve que ça donne une ambiance incroyable. Un autre point très positif, enfin plusieurs points positifs sur la même thématique qui est la sexualité, parce qu'on a des discussions de sexualité entre les gens qui sont hyper open. On a en fait tout un côté
très libéré de la sexualité et des rapports sexuels entre les personnes dans cette école, puisque en fait c'est un peu en mode on peut mourir à n'importe quel moment, on va pas s'empêcher de coucher avec qui on veut quoi. Donc que ce soit la discussion de la sexualité, des rapports, etc. qui sont très ouverts, que ce soit des femmes avec des femmes, des femmes avec des hommes ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Et vraiment j'ai trouvé que c'était très libéré comme discussion et je trouve que ça fait du bien de pas avoir ce côté prude qu'on a parfois avec la jeune fille qui n'a pas d'expérience, avec le bad boy qui lui a couché avec beaucoup de filles. Vous voyez ce que je veux dire dans les YA, etc. Là c'est pas du tout le cas. Et vraiment je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant. On a dans toute l'école aussi un côté très consentement quand ça parle de sexualité et même dans la romance principale qui se tisse, on a un côté consentement qui est hyper important. Et vraiment ça pareil c'est bien, si on le répète toujours que dans les romantaisies il n'y a pas assez de consentement, ben là c'est le cas et je trouve que c'est très très bien. Et enfin, dernier point très positif sur la sexualité, parce que vraiment je trouve que la gestion de la romantaisie était extrêmement bien faite. Un de mes gros problèmes avec la romantaisie, c'est que souvent on a un peu du côté amour au premier regard. Là c'est pas du tout le cas et je trouve que ce qui est incroyable et qu'on n'a jamais, c'est ce côté très dissociation entre l'intérêt sexuel, l'attirance sexuelle et les sentiments qui vont naître au fil du temps. Au début, dès le début, on a une attirance sexuelle de la protagoniste pour celui qui va devenir l'intérêt romantique principal par la suite. Mais ça reste uniquement ça et c'est très décrié par la protagoniste en disant j'en ai marre d'avoir cet intérêt sexuel pour cette personne, et c'est vraiment dit dans un sens purement physique, purement sexuel, et par la suite il y a vraiment une différence qui se fait avec les sentiments qui vont naître de façon très progressive, parce que comme je l'ai dit, la moitié du livre en fait ça se passe sur un an, donc ça va se passer sur plus d'un an. Donc il y a des sentiments qui grandissent, mais c'est très très progressif et très lent, et je trouve que cette différence est essentielle et pas assez faite. Je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez de l'attirance sexuelle pour quelqu'un que vous l'aimez à la folie. Merci. Voilà, cela va conclure cet avis sur ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a beaucoup de qualité à mon sens, vous l'avez compris. Ça reste de la romantaisie, c'est pas le truc le plus ultime et le plus incroyable qui soit, mais c'est de la romantaisie qui est quand même très très bien faite, très intelligente, très maîtrisée, avec un très bon rythme. Si vous aimez ce genre, et même si vous aimez mais pas trop, et avec un peu de réserve, je vous recommande d'y aller parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, et vous savez que j'aime pas trop la romantaisie pourtant. Donc voilà, allez-y, c'était hyper bien. C'est hyper addictif, ça se lit tout seul, même en anglais ça se lit tout seul. Je l'ai lu en 2 jours alors que j'étais en panne de lecture, c'est vous dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que mes recommandations ou non vous auront plu. N'hésitez pas à réagir à mes avis dans les commentaires. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.